L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans l'Écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Yasuhiro Ishimoto, des lignes et des corps. Dans cet épisode, Diane Dufour, commissaire de l'exposition, retrace le destin extraordinaire du jeune Ishimoto. Yasuhiro Ishimoto est une des grandes figures de la photographie américano-japonaise de l'après-guerre. Et la raison pour laquelle le bal s'est intéressé à son œuvre, à son travail, c'est qu'il va être un point de bascule entre la photographie du Bauhaus et la photographie, disons, de la génération de Vivo, de Provoque au Japon. Il va être un homme à deux dimensions, entre deux pays, entre deux cultures et entre deux langages photographiques. Alors, il est né en 1921 de parents japonais. Son père travaille dans une entreprise de sel en Californie. Il a donc un passeport américain. Et à l'âge de 3 ans, ses parents décident de retourner créer l'exploitation familiale agricole sur l'île de Shikoku, qui est donc l'île centrale sur la mer intérieure du Japon, près de Kochi. Le jeune Ishimoto est donc élevé dans un Japon qui se militarise, qui devient de plus en plus impérialiste. Donc il fait une formation militaire comme tout jeune lycéen. Et en 1939, ses parents, ayant peur qu'il soit enrôlé dans l'armée, le renvoient en Californie finir ses études. Des études donc d'agriculture dans l'idée de reprendre l'exploitation. Là, effectivement, il retourne tout seul, donc à 18 ans en Californie. Il fait ce complément d'études et il est rattrapé par l'histoire, puisqu'après Pearl Harbor, donc les Américains vont enfermer les Américains d'origine japonaise, à peu près 150 000, dans des camps. Et Ishimoto rejoindra donc, contraint et forcé, le camp de Hamache dans le Colorado. Là, son destin va basculer parce que dans ce camp, il y a un atelier de lithographie qui produit des affiches pour la marine américaine. Et à l'occasion d'une manipulation, il manque de perdre un œil, un outil a échappé de la main d'un camarade. Le chirurgien dit qu'il va sauver son œil, que c'est un miracle. Et à partir de là, Ishimoto, sous l'influence aussi d'autres camarades qui pratiquent la photographie, décide d'exercer un métier en rapport avec ses yeux, donc de ne pas suivre le destin familial de reprise de l'exploitation. Et donc il va, à la sortie du camp, en 1944, quand il est libéré, il n'a pas le droit d'aller ni sur la côte est ni sur la côte ouest, parce que comme il a eu cette formation militaire en tant que jeune lycéen, la loi américaine est stricte. Et donc, un peu par dépit, il va se rendre à Chicago. Là, il s'inscrit dans un club de photographes amateurs, comme c'est beaucoup le cas après la guerre, avec la diffusion des appareils qui permettent une démocratisation de la pratique photographique. Et voilà le jeune Ishimoto qui fait des études d'architecture, 2 ans, tout en affinant son langage photographique dans ce club amateur. Ses amis de ce club amateur lui conseillent d'aller au New Bauhaus parce qu'il ne photographie pas dans le style exactement qui prévaut, en tout cas dans ce club, qui est un style beaucoup plus maniéré, qui recherche l'effort de style influencé par Stieglitz, par Ansel Adams. Lui a une approche beaucoup plus froide, beaucoup plus distancée, et donc ses camarades lui recommandent de rejoindre le New Bauhaus. Alors, le New Bauhaus, c'est Laszlo Molinaj qui émigrait de l'Allemagne à la fermeture du Bauhaus, contraint et forcé par les nazis en 1933, à recréer cette école, donc à Chicago, et qui décide, après la guerre, de créer une section photographique. C'est la première fois dans toute l'histoire du Bauhaus qu'on va former des photographes. Traditionnellement, le Bauhaus formait plutôt des architectes, des designers. Et donc, le jeune Ishimoto va suivre, être en quelque sorte partie prenante de cette première formation photographique, de cette première promotion. C'est très important parce que va se dessiner dans ces années de Bauhaus son langage qui va être à la fois l'expression de sa culture japonaise, de son âme japonaise, mais aussi évidemment de cette formation très stricte et très formaliste qu'il va recevoir durant ces 4 années de Chicago et du New Bauhaus. Dans le prochain épisode, Diane Dufour nous parlera de la rencontre déterminante entre Ishimoto et l'école du New Bauhaus de Chicago.